Bonjour et bienvenue dans ce débat consacré à l'alimentation, débat qui est organisé dans le cadre de l'événement 24 heures pour le climat, qui est initié par le Presse Club Bruxelles Europe. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Vanner, gérante de Aquaponie Bruxelles. Bonjour Laurence. Bonjour. Ainsi que Swen Glohagen, Anne Colonval et Gabriel Wittok. Bonjour. Alors Laurence, on va commencer par toi. Tu es gérant de Aquaponie Bruxelles. Est-ce que C'est tu ça. peux me dire ce que c'est l'aquaponie? Donc l'aquaponie, c'est un mélange d'aquaculture, donc on élève des poissons avec des potagers en hydroponie, donc c'est sans terre avec juste de l'eau et un substrat. Et donc c'est en circuit fermé et le but c'est que les poissons donnent les nutriments pour les plantes et en échange les plantes dépolluent l'eau. Voilà, c'est un cercle vertueux, on recrée un écosystème quasiment naturel où chaque élément du système profite à l'autre, les poissons, les légumes, les bactéries présentes. Et ça se situe où? Vous êtes situé où? Donc nous, on est situé à Anderlecht, on a un hangar où on fabrique beaucoup de choses, mais le but c'est d'étendre ces potagers aquaponiques un peu partout en région bruxelloise et dans le monde. Mais donc on a un potager qui est assez grand à Uccle, dans un jardin. On en a un autre sur une terrasse dans un grand bâtiment où il y a plein de projets d'économie circulaire. Et voilà, donc on fabrique des modèles de différentes tailles. Ça peut être des petits modules avec un aquarium et quelques plantes au-dessus pour les écoles, les particuliers. Il y a vraiment un pouvoir didactique assez fort avec l'aquaponie. Et on en a un dans un parc public dans une commune. Voilà, donc on peut vraiment mettre ça partout, sur des terrasses, des toitures, des champs. Donc c'est pas quelque chose qui doit être énorme. On n'a pas besoin d'avoir un terrain gigantesque pour faire ça. Non, c'est ça, voilà, c'est un des avantages. On peut vraiment utiliser une petite surface, finalement, même utiliser la hauteur. Et ça peut être sur des espaces qui ne sont pas forcément cultivables, donc comme les terrasses, les toitures, les jardins pollués, parce qu'en ville, souvent, même si on a un jardin, il est souvent pollué avec les remblais, des blés. Donc il faut amener de la terre en général quand on veut faire de l'agriculture. Mais là, c'est hors sol, donc on peut par exemple creuser une mare, mettre des bacs de culture, et voilà, l'eau circule en circuit fermé. Et on peut aussi manger les poissons, si on veut. Oui, c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que, ok, tu as recréé un écosystème, mais on fait quoi des plantes et on fait quoi des poissons? On mange tout ça? Oui, voilà, le but, c'est vraiment pour se nourrir, hein, c'est le but principal. Donc, voilà, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément de jardin cultivable d'avoir quand même leur potager, parce que les légumes qu'on produit, c'est des tomates, des courgettes, des salades. Qui sont mises dans l'eau ainsi. En fait, c'est dans des bacs avec des billes d'argile, souvent. Oui. Voilà, bon, toute la technique de l'aquaponie, c'est d'arriver à créer une marée. Oui. Voilà, je rentre dans des détails techniques, mais donc les légumes ne sont pas dans l'eau en continu, en fait. Il y a une marée, donc c'est aussi oxygéné. Donc l'eau apporte les nutriments grâce aux déjections des poissons, en fait. Tous les légumes puisent ça. Et donc à peu près toutes les 20 minutes, ça fait une marée. Donc quand l'eau se vide, ça oxygène bien tout le système. Et puis après, ça recommence, ça apporte les nutriments, ça s'oxygène. Et donc moi, j'ai un toit plat chez moi, une terrasse. Je peux mettre oui. une petite aquaponie chez moi. Oui, ou même une grande. En fait, on arrive à adapter la taille en fonction du poids que peut supporter la terrasse. Et donc tu vends des solutions aux particuliers ou quoi, aux promoteurs publics pour installer ça dans leur projet? Oui. Ou bien c'est chaque fois vous qui installez, qui gérez ça partout où vous êtes installés? En fait, on fait un peu les deux. Donc, pour les citoyens, on les forme pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, parce que souvent, ils ont envie de mettre la main à la pâte et de créer eux-mêmes leur système. Et donc, on les forme pour leur expliquer comment le concevoir, quels matériaux mettre en place, quels légumes, quels poissons. Voilà, soit on arrive avec des systèmes clés en main où on construit tout sur place pour les communes, pour les entreprises,
pourquoi pas avec des architectes aussi. Et donc ça peut se mettre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, Oui. parce que tu disais que tu avais un hangar à Anderlecht, mais après tu as cité d'autres exemples qui sont eux à l'extérieur complètement. Oui, c'est mieux quand c'est à l'extérieur parce que bien sûr on profite de la lumière naturelle, mais en intérieur on peut aussi. Donc là on a créé des modules voilà, avec des LED horticoles. Mais bon, c'est quand même préférable que ce soit à l'extérieur, même quand c'est sous serre aussi, c'est bien, ça augmente la production en hiver. Ah oui, très bien. Mais donc même s'il n'y a pas de serre, en tout cas, même en hiver, c'est avantageux parce que comme l'eau circule tout le temps, donc l'eau ne gèle pas, donc on a quand même des productions en hiver. Tous les choux qu'on peut trouver à Bruxelles, en Belgique, voilà, des choux, des salades, des légumes d'hiver. Et ça fait combien d'années que vous avez créé ça ? Ça fait, donc on a créé l'ASBL, l'association, depuis, ça fait 4 ans. Et voilà, moi je suis biologiste à la base et je m'intéresse à ça depuis 2013. Voilà, donc je trouve ça super de recréer un écosystème productif pour les problématiques de la ville. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur Terre et habitants en ville, donc voilà, on peut vraiment chacun avoir son potager. On peut faire aussi des tailles très grandes à l'échelle industrielle. Il y a de plus en plus de projets dans le monde. Mais on nourrit combien de personnes sur l'année ? Alors, si vous avez 1 mètre cube d'eau et 4 mètres carrés de culture, on peut nourrir une famille avec de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Ah oui. Voilà, ça permet de moins aller dans les supermarchés pour acheter ces légumes. Et au moins, on sait toute la traçabilité, on sait avec quoi on a nourri les poissons. On peut tout contrôler, donc c'est sans engrais, sans pesticides, sans antibiotiques pour les poissons. Et voilà, on peut consommer les poissons aussi si on a envie. Hein. Sinon, si on ne veut pas, c'est juste décoratif, mais... décoratif et utile. Et utile. Je vais passer la parole à Anne. Toi, tu es gérante de Urbileaf. Absolument. Explique un peu quel est ce projet. Alors, Urbileaf, c'est une ferme urbaine dédiée à la culture de micro-pousses. Oui. Et on est installé dans un magasin en plein cœur de Bruxelles. Dans quel magasin ? Dans Urbileaf. D'accord. Donc, on est dans un centre d'entreprise qui s'appelle les Ateliers des Tanneurs. Je vois très bien. Voilà, dont la mission, c'est vraiment de faire démarrer des projets orientés, durables. Qui se trouve rue des Tanneurs, rue des Tanneurs, derrière l'ancien centre de recyclage, voilà. gare de la Chapelle. Exactement. Et alors, en fait, nous sommes situés juste avant l'entrée du marché bio des Tanneurs. Je vois très bien. Et l'idée, en fait, c'est de faire non seulement de la production agricole, en utilisant un système qui est relativement innovant dans la mesure où, en fait, on peut cultiver des produits à très haute valeur nutritionnelle, comme les micro-pousses, sur des très petites surfaces, en utilisant, en ayant un impact environnemental le plus faible possible, puisque on utilise très peu d'eau, on n'utilise aucun intrant chimique. Mais donc, c'est des micro-pousses qui sont cultivées hors sol également ? Oui, voilà, c'est un système un petit peu comme celui de Laurence, c'est-à-dire qu'on peut cultiver dans n'importe quel interstice de la ville et on n'a pas besoin de sol. Je peux mettre ça sur le mur de mon salon ? Absolument, on peut cultiver. Au démarrage du projet, on avait même l'idée un peu saugrenue d'utiliser des anciens couloirs de métro, par exemple. Oui. On avait même pris contact avec la cible. Et moi, je trouve ça fait rêver de pouvoir mettre du végétal dans des endroits improbables. Pourquoi ce n'est pas passé ? Pourquoi ce n'est pas passé ? Parce que bon, il faut quand même... il y avait le côté investissement, clairement. Oui. Et puis, je sais plus à l'époque, je pense que c'était... Et Urbileaf existe depuis combien d'années ? Alors nous, on existe depuis 3 ans. En tant qu'entreprise, on existe depuis 1 an. En fait, on a un numéro d'entreprise depuis 1 an. On est passé par Job Yourself, qui est une coopérative d'activité qui permet de tester sans prendre de risques en utilisant le numéro de TVA de la coopérative.
Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs à Bruxelles, c'est qu'il y a pas mal d'incubateurs, il y a beaucoup d'organismes d'accompagnement qui sont très très motivés à faire germer des projets, quels qu'ils soient. Et qui êtes des porteurs de projets comme vous. Vos clients, c'est qui? Alors, nos clients, donc je disais voilà, le magasin, en fait, ça sert d'espace de production, mais c'est aussi un espace, bon, pour le moment, c'est pas tout à fait la bonne période, mais c'est un espace qui est voué à communiquer, à sensibiliser le grand public sur tous les enjeux liés à l'alimentation durable, l'agriculture urbaine, avec tous les impacts de l'alimentation sur les changements climatiques, justement. Et donc la production, pour l'instant, en fait, nos principaux clients, ce sont les restaurateurs. Donc c'est pas évident, par les temps qui courent, on est dans quelque chose de très incertain. Est-ce que vos clients pourraient être ceux du marché biodéthanol? Alors voilà, ça c'est ce que nous sommes en train de développer également grâce à cette vitrine vers l'extérieur. On a cette possibilité de vendre nos produits en direct aux consommateurs individuels. Et tu disais des micro-pousses, mais c'est quoi comme produit? Alors les micro-pousses, en fait, c'est simplement, ce sont des végétaux. Et la micropousse, en fait, c'est le stade de la plante entre la graine germée et la plante adulte. Donc, c'est le stade adolescent de la plante, avec tout le côté énergétique. Ce sont des petits végétaux, en fait, qui sont des concentrés de vitamines, de nutriments. Mais c'est ça qu'on mange? C'est ça qu'on mange, en fait. Et on peut faire des micropousses avec... Alors, est-ce que vous connaissez la cressonnette? Oui. Voilà, donc on peut faire... la cressonnette, c'est une micropousse. D'accord. Et on peut faire des micro-pousses avec la plupart des semences potagères, des herbes aromatiques, des céréales, des légumineuses. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que on peut les utiliser un peu partout en cuisine. C'est vraiment un ingrédient hyper flexible. Et il suffit de les couper et de les disposer sur les plats juste au moment de servir, un petit peu comme des herbes aromatiques, en fait. Alors Zwen, toi par contre, on va être dans quelque chose de beaucoup plus traditionnel puisque le champ du Chaudron, c'est un champ où on cultive des légumes et des fruits. Il se trouve où ce champ? Oui, c'est traditionnel, mais c'est la particularité d'être en ville. Donc on est à Anderlecht, à Nerpede. Donc c'est vraiment la frontière avec la ville. On est encore dans la ville, à l'extérieur du ring, là où il y a encore des espaces verts, des espaces cultivés à Bruxelles. C'est un projet pilote pour Bruxelles Environnement parce que ils ont avec Boeren Bruxelles Paysans l'envie de redonner des terrains à différentes personnes qui ont envie de cultiver en ville, peut-être d'une manière un peu différente, puisqu'on n'est pas dans l'agriculteur dont on aurait une image d'antan. Donc cet agriculteur peut très bien vivre dans une tour au centre-ville et aller jusqu'à Nerpede pour aller cultiver son champ. Tu peux parler un peu de ce projet-là et comment vous inscrivez là-dedans? Donc oui, c'est un terrain qui appartient à Bruxelles Environnement. On a eu la chance qu'il soit mis à notre disposition pour une durée indéterminée, illimitée, on va dire, pour pouvoir développer ce projet. C'est un petit terrain au niveau agricole, effectivement, donc c'est un peu moins d'1 hectare, donc ce qui implique du coup que c'est du maraîchage sur petite surface. On travaille à la main, on est un peu à la limite est-ce qu'on se mécanise ou pas, mais donc quand on est sur ces surfaces-là, c'est soit de la petite mécanisation, nous on a fait le choix de le faire à la main, donc c'est un peu ça la particularité. Du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux, évidemment. On travaille différemment, même si le principe reste le même. Du coup, nous, le projet qu'on a proposé de développer et qu'on développe depuis maintenant 3 ans, donc c'est la troisième, on vient de finir la 3e saison, enfin on est en train. Donc c'est un projet cultivé, cuisiné, animé. Donc c'est l'idée d'installer tout le cycle alimentaire dans un même endroit et d'utiliser ça comme support pour créer des animations.
Donc on cultive sur le champ de manière diversifiée, on a différentes techniques. On cuisine lors d'événements qu'on organise ou alors pour des animations ou des visites accompagnées d'un lunch par exemple. Et alors on fait des animations qui peuvent un peu parcourir tout le parcours, que ce soit pour des scolaires et faire tout le parcours entier, c'est-à-dire de cultiver, consommer, composter, amender la terre et ainsi de suite. Ou des petits modules séparés comme un atelier de lactofermentation par exemple. Ce programme d'animation est important pour les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, de sensibiliser l'individu à cette meilleure alimentation. Oui, moi je pense que l'agriculture urbaine a une double vocation. Il y a le côté production et il y a vraiment le côté animation, sensibilisation du grand public. Ouais, l'idée de créer qu'il y ait un lien entre les consommateurs, les mangeurs, nos partenaires et la manière de produire. Donc c'est vraiment, même si on a une relation parfois que de producteur à client, on a envie qu'il y ait quand même un lien qui s'instaure d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait vraiment une connexion qui soit faite avec les modes de production, ce que ça implique et que les gens prennent ça en main en quelque sorte. Bruxelles Environnement a un projet juste à côté du champ, la ferme, pour agrandir un peu ça et faire des activités là-bas, parce que pour l'instant, vous êtes juste avec une serre et le champ qui est cultivé. Pour vous, c'est important, ce développement, pour pouvoir peut-être augmenter votre visibilité ou vos activités? Oui, c'est Bruxelles Environnement, un projet qui est très ambitieux avec la ferme. Donc en fait, c'est des appels à projets qu'ils ont fait en 2 phases. Historiquement, le terrain sur lequel on est était rattaché à la ferme, jusque dans les années 60 quand elle était en activité. Donc pour nous, ça fait évidemment beaucoup de sens de pouvoir déployer nos activités dans la ferme aussi, ou en partenariat avec les gens qui s'y installeront. Du coup, il y a vraiment le projet d'installer un restaurant, des ateliers de transformation, peut-être de la conserverie par exemple, une épicerie, des salles polyvalentes, donc qui permettraient vraiment de développer pleinement les activités qu'on fait par exemple, comme les animations, et peut-être créer un restaurant. Mais tu disais que ce que vous cultiviez, vous les cuisiniez, vous faites des animations, etc. Mais les voisins peuvent venir chercher un panier chez vous également pour acheter ces légumes, et vous vendez également votre production à un magasin comme Biscope. Tout à fait. Oui, nos légumes principalement. Donc nous, on les vend sous forme d'abonnement panier, ça c'est principalement. On est en train de développer, et la saison prochaine, ça va être un peu notre stratégie, c'est de développer l'autocueillette. Parce que là, nous, on trouve ça très intéressant parce que du coup, il y a des clients, mais avec qui on a un rapport particulier, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent récolter leur panier sous forme d'abonnement. Et du coup, ils participent vraiment au projet. Donc ça, on trouve ça chouette. Et alors, on vend aussi au magasin. Je vais terminer ce tour de table avec Gabriel. Alors toi, on est dans le grillon. Une autre manière de manger. C'est fini la viande ? Non, c'est pas fini la viande. Pour nous, en fait, la philosophie de Yuma, c'est vraiment qu'il faut manger un peu de tout de façon raisonnable et sans puiser de façon excessive dans les ressources naturelles de notre planète. Et on pense que le grillon européen est une alternative qui n'a pas été encore assez utilisée, tout simplement. Et donc, la mission du Yuma, notre marque, c'est vraiment de familiariser les gens avec cette nouvelle alimentation. Le grillon européen, il y a un grillon européen, je ne savais pas. C'est un grillon qui vit en Europe, oui, tout à fait. Et du coup, c'est tout à fait possible de l'élever dans des élevages européens, dans nos pays. Et par exemple, nous, notre élevage se situe à Utrecht. Et c'est un père et ses 2 fils qui ont toujours été dans l'élevage de poulets, qui sont reconvertis dans l'élevage de grillons. Et ça marche ? Ça fonctionne bien, oui. Et comment est-ce qu'on mange le grillon ? Comment est-ce qu'on le mange ? Oui. Il y a plein de façons de manger un grillon. Donc, nous, là, pour le moment, dans nos produits, on l'incorpore sous forme de farine. Parce que, voilà, à ce stade-ci, les gens sont encore
freinée par l'aspect visuel du grillon entier, parce que voilà, les insectes, ça dégoûte dans l'imaginaire commun. Quand c'est cru, d'accord. Quand c'est grillé, ça va. Il y a encore pas mal de réticences. réticences. Chips, quoi. Ça Ouais. dépend quelle est la taille du grillon. Hein. Les petits grillons, ça va. Tu manges Ouais, ça, moi, ça je fait suis un tout à fait chip. d'accord avec vous. Moi, par exemple, à la maison, j'ai un grand bocal de grillons justement déshydratés. Et je les utilise comme des lardons dans mes salades, dans mes pâtes, comme des petites noisettes pour voilà, donner du goût et du croquant en fait, au plat. Et puis cette farine, justement, on peut l'intégrer dans plein de recettes, que ce soit sucré, salé, chauffé ou non. Elle vient vraiment rajouter énormément de protéines et de vitamines à nos plats. Et voilà, c'est l'aspect aussi durable du grillon qui nous intéresse, parce qu'on parle vraiment d'une alternative à la viande qui est durable, parce qu'elle va épuiser beaucoup moins de ressources naturelles. Ma question générale pour tous, c'est demain, on ne peut pas continuer à se nourrir comme on le fait aujourd'hui. Il faut des alternatives comme vous les imaginez. Vous êtes d'accord avec ça, ou bien on peut continuer tout ce qu'on fait? Ah non, on est entièrement d'accord. Oui. On est entièrement d'accord, et je pense qu'on n'est pas les seuls à en être conscients. Oui. Heureusement. Il y a vraiment un grand problème de manque d'accès à l'eau au niveau mondial. Et bon, par exemple, l'aquaponie répond à ce problème parce qu'on économise 90% d'eau, 90% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. On n'a jamais besoin d'arroser, finalement. On doit juste compenser l'évaporation d'eau et l'évapotranspiration. Mais voilà, c'est vraiment le principal avantage, c'est d'économiser grandement l'eau. Et comme disait Anne aussi, qu'on a ces légumes tout frais, voilà, il n'y a pas plus de transport à la maison, voilà, on a juste à cultiver, bon, comme si on avait son potager, mais tout est frais, sans pesticides, et mûr aussi, parce que souvent quand on va au supermarché, on a des fruits, des légumes pas très mûrs, donc ça ne donne pas envie. Là, on a vraiment envie de manger ça. Zwen, quand tu entends ça, tu te dis, toi qui as dû vivre la canicule cet été, tu te dis, je devrais mettre des poissons dans mon champ pour utiliser moins d'eau? Non, l'eau pour nous, pour beaucoup, c'est le nerf de la guerre. Hein. Les légumes, ils poussent à l'eau, effectivement. Donc nous, on réfléchit à avoir un système résilient avec l'eau, donc à récupérer l'eau de pluie. On a aussi accès à l'eau de ville. Il est question de pouvoir avoir accès à l'eau de l'étang. Et comme ça, pour pouvoir se retourner. Oui, il faut dire aux personnes qui nous regardent que votre champ se trouve à côté, dans un endroit magnifique, à côté d'un très très bel étang également. Donc, ça va. Pour nous, c'est vraiment l'idée de conserver des terres agricoles qui ont été beaucoup perdues, et donc c'est là où c'est très complémentaire avec l'aquaponie par exemple, parce que y a beaucoup de terres qui ne sont plus agricoles, qui pourraient quand même néanmoins être utilisées pour quand même produire. Et alors nous, on a la chance assez incroyable d'avoir des terres agricoles à Bruxelles, d'avoir accès à ça, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On a nos collègues, par exemple, qui sont des maraîchers du Nord, qui sont actuellement en justice, en pénal, qui risquent de se faire expulser de leur terrain, par exemple. Enfin, c'est très compliqué de développer des projets paysans et d'avoir accès aux terres. Donc nous, vraiment, c'est l'idée de conserver ces terres agricoles et de les utiliser de cette manière. Donc Bruxelles Environnement, organisme public, prêche et essaie de trouver des terrains un peu partout dans Bruxelles pour que l'on puisse cultiver. Oui, on sent qu'il y a qu'au niveau institutionnel, politique, ça bouge, peut-être lentement, mais en tout cas, c'est ça qui permet beaucoup de projets de se développer. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de gagner un maximum de surface disponible possible. Mais en parallèle à ça, développer un peu comme toi et moi, des modes de production qui puissent permettre de diminuer la pression foncière aussi. Parce qu'en fait, je sais que dans l'agriculture verticale, donc le mode de production que j'utilise, on a tendance à dire on cultive en mètres cubes et pas en mètres carrés, parce qu'en fait, les surfaces sont démultipliées par le fait de cultiver en vertical. Et vous en pensez quoi? On voit beaucoup de projets un peu fous comme ça, oui. De construire des tours pour cultiver en hauteur. Tu parles de culture verticale. Bon, ok, c'est sur un mur, c'est des petites pousses, mais il faut demain qu'on construise une tour pour y mettre des vaches et cultiver avec
avec des lampes. Les grillons, c'est verticalement, justement. Du coup, voilà. Pour aller sur 5 mètres carrés de grillons, pour prendre un exemple, on va pouvoir produire 100 kilos de grillons sur 5 mètres carrés de surface d'élevage, contrairement à 50 kilos à 50 mètres carrés pour le bœuf. Donc au final, le grillon va prendre 15 fois moins de place pour obtenir la même quantité de protéines. Et ça peut se faire de façon tout à fait verticale. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on explique tout ce qui est agriculture verticale, c'est vraiment l'avenir et aujourd'hui le présent. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut prendre moins de place aujourd'hui, surtout pour nourrir les villes, tout simplement. Parce qu'on a moins de place. Donc, la surface de la terre, elle est limitée et on est déjà très nombreux. Et, On ne va pas aller sur Mars. C'est pas ça. Toutes nos techniques, en tout cas, pourraient être reproduites sur Mars, en fait, finalement. Ça, oui, mais l'objectif, c'est de mais pas c'est pas arriver à l'objectif. ce moment-là. C'est sûr. Mais il y a des films où il y a des tentatives. C'est vrai. Moi, la question, c'est au niveau énergétique, parce que je pense qu'au niveau alimentation durable, il y a le gros enjeu, c'est l'énergie, enfin au niveau durable tout court. C'est l'espace et l'énergie. Et du coup, je ne sais pas dans ces modes. Nous, évidemment, aussi, c'est une question qui est essentielle. Le pétrole, le plastique. Oui, mais donc tu parles d'énergie, mais donc à un moment donné, tu as dit, nous, on cultive à la main et on se demande si on ne va pas faire des machines. Justement, vous avez une surface qui est assez petite, mais qui permet d'être autosuffisante et de cultiver à la main. Est-ce que c'est pas mieux que d'avoir alors un champ gigantesque qui demanderait des grosses machines? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est différent. En tout cas, en agriculture urbaine, vu le peu d'espace, nous, on a l'avantage de pouvoir densifier les cultures en travaillant à la main. On est intensif et pas extensif. Avec les machines, on a besoin de beaucoup plus d'espace. Mais après, il y a la réalité économique qui est complexe et donc qui parfois nécessite certaines techniques. Nous, on a la chance entre guillemets, de travailler à la main. Ça nous coûte du coup très cher de produire puisque la main-d'œuvre c'est cher. Mais on peut densifier et alors avoir beaucoup plus de rendement au mètre carré. Mais la main-d'œuvre c'est cher, mais ça donne de l'emploi. Mais ça donne de l'emploi et oui, bien sûr, c'est pas une critique. Important, c'est ce qui est fondamental, c'est que la résilience alimentaire des villes, elle doit être nécessairement basée sur ce côté multimodal, de ne pas se reposer juste sur une solution, mais d'essayer d'envisager toutes les solutions avec vraiment l'objectif final, c'est de nourrir la ville. Et aussi, je trouve, il y a tout un volet que Bruxelles Environnement appuie énormément, c'est le fait que les habitants se reconnectent avec leur alimentation et le fait de produire eux-mêmes leur propre nourriture. Donc il y a un côté aussi d'amener... On parlait de pédagogie, c'est aussi les éduquer aussi dans un certain sens, pas les éduquer mais les sensibiliser en tout cas. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, on parle c'est compliqué de mettre toute de la valeur de A à Z dans une chaîne de production. Et je pense qu'in fine, ce qui compte aussi, c'est que le consommateur final, il se rende compte que les choses ont un prix et qu'aujourd'hui, on est tout à fait biaisé en fait à cause de la grande distribution et tous ces méfaits dans le secteur de l'alimentation. C'est qu'aujourd'hui, les choses, on n'achète plus pour ce qu'elles sont vraiment, en fait, pour leur vraie valeur. Et donc, quand on va dans le magasin bio, on trouve que tout est cher, la majorité des personnes, alors qu'au final, c'est le vrai prix pour lequel on devrait payer. Et c'est ce prix-là qui fait qu'on peut respecter tous les maillons de la chaîne, quoi. Et moi, je pense qu'on a aussi un gros rôle dans l'éducation. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est pas encore là, quoi. Donc, pour moi, le consommateur, il y a aussi un travail qui doit être fait de ce côté-là, dans tout ce qui est sensibilisation, pour que les gens réalisent que c'est pas normal de payer des prix aussi peu chers dans les supermarchés, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est aussi un élément qui est important. Mais c'est pourtant le porte-monnaie qui va décider ça. Le portefeuille de la ménagère qui va décider si elle achète
hamburger de fast-food ou quelque chose d'un peu plus... Je pense qu'il y a de plus en plus d'alternatives dans tout ce qui est nourriture saine et locale et bio, qui sont de moins en moins chères en tout cas. Il y a pas mal de chaînes de magasins qui sont bio et qui se lancent et qui veulent vraiment démocratiser leurs produits. Et puis comme Anne vient de le dire, il y a moyen de faire des trucs chez soi tout simplement, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, il faut vraiment donner le temps à ce genre de choses, je pense. C'est pour la santé aussi. Oui, voilà, bien sûr. Est-ce que Biscoop pourrait être une solution d'un produit, donc ces supermarchés coopératifs seraient une solution pour se nourrir à juste prix, mais pas trop cher? Biscoop, et nous aussi, et beaucoup d'acteurs de l'alimentation, on est dans des grands écarts qui sont compliqués. C'est-à-dire qu'on veut faire des prix accessibles. Et en même temps, on veut respecter tous les maillons de la chaîne. Et donc, à un moment donné, on fait soit un choix, soit l'autre, ou un entre-deux, ou un peu des deux, mais on ne peut pas tout avoir. Et donc, on ne peut pas respecter le producteur primaire qui cultive des légumes et lui acheter à un prix qui lui permette d'en vivre décemment. Et en même temps, avoir des prix qui correspondent, qui soient à ceux du marché, parce que ces prix du marché sont faussés, parce que le système de subvention, la politique agricole commune, tout ça. Et donc, c'est des choix. Biscoop a fait un choix intermédiaire qui est tout à fait respectable. Mais c'est vrai que nous, c'est des prix assez bas pour nous et c'est difficile de vivre correctement avec des tarifs. Voilà. Mais si on veut vivre correctement, ça ferait des prix qui seraient inabordables pour une grosse partie de la population. Est-ce que tu parlais d'animation tout à l'heure, des écoles qui pouvaient venir. Vous parliez d'éducation. Cette éducation, est-ce qu'elle passe uniquement par des visites qui vont se faire une fois et les gamins vont rentrer chez eux et vont dire « Ah, regarde maman, on a vu ça, c'était super ». Et puis en fait, ça s'oublie. Est-ce que ce n'est pas dans l'école au quotidien de les impliquer dans l'alimentation, de leur faire à manger, d'avoir des cantines de qualité différentes de ce qu'on a aujourd'hui Oui, tout à fait. Nous, on a un projet en tout cas où on installe des potagers aquaponiques dans des écoles. Donc, c'est vrai qu'au début, soit j'allais dans les écoles une fois, je faisais une intervention, soit elles viennent toujours d'ailleurs à notre potager à Uccle, donc c'est grand et c'est très chouette pour les enfants, mais c'est qu'une fois. Mais là, j'essaye de plus en plus de faire des programmes en fait pour que ça soit à plus long terme sur toute l'année. Donc on a déjà pas mal fait l'année dernière avec plusieurs séances. Donc là, vraiment, les enfants sont bien sensibilisés, les enseignants aussi, leurs parents aussi. Ça se développe. Il y a une demande vraiment aussi de la part des enseignants. Ouais. Nous, on allait j'allais dans les écoles donner cours sur les insectes comestibles et les écoles vraiment venaient nous contacter pour sensibiliser leurs élèves à ce genre d'innovation dans l'alimentaire. Ils sont vraiment demandeurs en fait. Ouais. Ils veulent sensibiliser leurs enfants. Quoi. Absolument. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. On est tous complémentaires, c'est vrai, même pour les grillons, par exemple, parce que nous, en aquaponie, il faut nourrir les poissons. C'est vrai, il y a quand même un intrant. Donc, on fait très attention. On a de la nourriture à poissons faite à partir de végétales, parce que c'est des carpes, donc elles sont plutôt végétariennes. Et de protéines un peu, quand on fait des truites, il faut plus de protéines. Et on peut vraiment fabriquer la nourriture pour ces poissons à partir de déchets organiques, à partir d'un compost et pourquoi pas à partir de grillons. Mais c'est vrai qu'on fait avec des larves de mouches aussi. Donc avec les déchets du potager, les déchets du quotidien, on peut fabriquer finalement la nourriture pour ces poissons pour après se nourrir nous-mêmes. Donc c'est vraiment un circuit fermé. Et voilà, on sensibilise beaucoup aussi sur les poissons au niveau de la surpêche en fait partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose que les gens ont moins conscience. Donc, je pense qu'ils sont de plus en plus conscients sur l'alimentation durable au niveau végétal, mais moins encore sur les poissons. C'est vrai qu'il y a 75% des stocks de poissons qui sont surexploités en voie d'extinction presque dans le monde. Et donc là, ça permet de produire ses propres poissons. Et ça pallie aussi au fait qu'il y a l'aquaculture qui se développe énormément dans le monde. Depuis les années 80, ça a doublé, triplé. Mais l'aquaculture intensive, on nourrit ces poissons-là avec des
des farines de poissons de mer, en fait, finalement. Donc, ça ne résout pas le problème. Donc, voilà, il faut essayer de trouver des solutions aussi naturelles et durables pour nourrir les poissons qui vont nous nourrir. Voilà. Anne, où peut-on avoir plus d'informations sur Urbelive? Alors déjà sur notre site, Qui s'appelle alors urbelive.be, URBILEA. af.be. Donc on est sur Instagram, Facebook. Et on peut aller te rencontrer. Donc, Et alors le mieux, au Tana. évidemment, c'est de passer au magasin, nous rencontrer. On est en toute transparence, donc on explique à chaque fois que quelqu'un rentre dans le magasin, en fait, il ne vient pas pour acheter un produit, il vient aussi pour avoir des explications, pour voir en toute transparence ce qu'on fait. Et dans le magasin, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on profite de l'espace pour servir de vitrine à toute une série de projets locaux qu'on a envie d'appuyer, dont les biscuits, dans les crackers Yuma. C'est tout un écosystème. Très bien. Donc c'est là Gabriel, que l'on peut trouver tes différents produits chez Urbelive, ou on peut les trouver ailleurs également? Ouais, chez Urbelive. Donc là, il y a la rencontre avec Anne en plus. Et sinon, on peut les trouver dans les magasins bio. Donc chez Farm, chez Sequoia, des magasins comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme produit? Parce que tu m'as parlé de farine tout à l'heure, de grillons séchés, de crackers maintenant, et il y a... Pour le moment, donc Yuma a une stratégie, c'est d'aller familiariser le consommateur pas à pas avec l'alimentation à base d'insectes. Et moi, ça fait un petit moment que j'étudie ça. Et je pense en tout cas qu'il faut vraiment y aller progressivement. Et donc, on commence avec ces crackers qui ont un petit pourcentage de farine de grillon pour les renforcer en protéines et pour que les gens autour de l'apéro discutent et se rendent compte que ça peut être un ingrédient à part entière comme un autre. Et donc, par la suite, on va vraiment développer toute une gamme de produits qui sera de plus en plus renforcée avec cette farine de grillon. Et in fine, l'objectif, c'est vraiment de proposer des falafels, des burgers qui soient vraiment avec une grosse majorité de farine de grillon. Et à la fin, quand les gens seront vraiment habitués, on leur proposera des grillons entiers. Et comme je disais, ça sera comme des croûtons dans leur salade. Et ils se poseront plus de questions, quoi. ça veut dire... Moi, ce qui me fait rire quand tu vas dans un supermarché, tu as le département pour les végétariens, et la pseudo-viande que l'on te vend ressemble à quelque chose que l'on connaît, pour se dire, mange ton nuggets, mange ton burger, mange ton... Il faut ressembler à ça. En fait, on est ultra limité par nos habitudes, et d'ailleurs je pense que c'est aussi un gros frein, c'est la psychologie des gens par rapport au changement, par rapport à l'adoption de nouvelles alternatives durables, et en fait il faut tout simplement ressembler à ce qui existe déjà pour que les gens aient confiance. Et donc moi j'aimerais bien leur proposer directement des grillons entiers, mais c'est pas possible. Donc il faut avoir une stratégie, et ça c'est la nôtre. Donc là pour le moment on propose des crackers apéro, on a des produits qui sont déjà développés, toujours des produits bio évidemment, et produits localement en Belgique. Ça c'est vraiment nos valeurs de base, quoi. Zwen, comment est-ce qu'on s'abonne pour avoir un panier? On envoie un mail à info@lechamp-du-chaudron.be. Le champ du chaudron en un mot. .be. info@lechamp-du-chaudron.be. Et ça coûte combien? Il y a différentes formules, différents prix. Justement, pour cette question d'accessibilité à l'alimentation, on a fait tarif réduit, tarif normal, tarif soutien. Oui. Et voilà, ça dépend. Il y a des petits paniers qui reviennent à 10 € en abonnement, des plus grands paniers à 15 €. Et 3 mois. Livré, ou bien chacun vient les chercher? 3 points de dépôt à choisir, ou en autocueillette. Laurence, où peut-on avoir des informations concernant l'aquaponie? Donc, il faut nous écrire sur info@aquaponiebxl. Et voilà, donc là, vous pourrez faire des visites, par exemple, à notre potager à Uccle. Je rajoute aussi qu'il y a tout le côté bien-être aussi, dont on parle souvent d'alimentation, mais le côté aussi bien-être pour éviter les burn-out, tout ce que malheureusement beaucoup de gens
ont ces derniers temps. Mais là, voilà, avec le bruit de l'eau et puis le fait aussi de cultiver en bac, c'est à hauteur d'homme, donc on se fait moins mal au dos. Voilà, il y a aussi plein d'avantages de bien-être. Voilà, donc vous pouvez nous écrire par mail et on fait des formations, des animations dans les écoles et des team building pour les entreprises aussi. Nous allons rester là pour cette première partie. Maintenant, je sais ce que je vais faire de mon toit plat, puisque je vais y mettre de l'aquaponie. Je sais où je vais aller acheter mes légumes bio. Je sais également ce que je vais faire de mon mur, de mon salon. Je vais y faire cultiver des petites pousses. Et je sais également, Gabriel, ce que je vais mettre dans ma salade cet été, des grillons. Et on va passer à la deuxième partie de ce débat avec 4 nouveaux invités. Et j'ai à ma droite Romane Thieffry, qui est membre du groupe Has-Been, de la SBL Has-Been. Et vous avez une cantine également qui s'appelle Turbine. On va en parler dans quelques instants. Il y a également François Loest, qui est chercheur à l'ICHEC, également membre du conseil d'administration du réseau GAZAP. Bonjour à tous les deux. Et à ma gauche, j'ai eu le plaisir de recevoir Joëlle Van Bambeek de Bruxelles Environnement. Vous êtes chef du département et coordinatrice de la stratégie Good Food, ainsi que le CEO des magasins Farm, Alexis Descamps. Bonjour à Bonjour. J'ai envie de dire bonsoir, je ne sais pas pourquoi, on change, on est aux deuxième partie du débat et j'ai l'impression qu'on est déjà le soir. Le good food, Joëlle, à Bruxelles, c'est important. C'est quelque chose qui est porté vaillamment par le politique. C'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. Mais donc, la Good Food, en tout cas la stratégie Good Food, est effectivement quelque chose de porté par le gouvernement bruxellois. Donc, il y a une stratégie qui a été adoptée fin 2015 pour une première période 2016-2020. Donc, on arrive au bout de cette première période. En fait, on est en année d'évaluation et on construit la suite parce que l'alimentation, c'est effectivement un enjeu et en 5 ans, on n'a pas fini. Et c'est un enjeu environnemental important. Il y a plein d'impacts, des impacts sur le sol, sur la biodiversité, sur l'eau, mais aussi et surtout, et c'est pour ça qu'on est là, je pense, aujourd'hui, c'est par rapport au climat. L'impact sur le climat de toute la chaîne alimentaire, en fait, est très important. C'est entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre pour tout le système alimentaire au niveau mondial. Voilà, les chiffres divergent, mais en tout cas, on est à ces hauteurs-là. Et c'est clairement des émissions surtout indirectes quand on parle de la petite région bruxelloise, puisque on importe évidemment dans la région la plus grande partie de notre alimentation. Je disais dans le précédent débat où nous recevions Zwen du Champ du Chaudron que Bruxelles Environnement avait tout un programme avec Boeren Bruxelles Paysans pour redonner des terres cultivables. Ça passe par là également ? Donc, la stratégie travaille sur l'entièreté de la chaîne alimentaire, la production, ça c'est certain. Et dans la production, on travaille à la fois sur la production professionnelle et sur la production individuelle, donc citoyenne. La production professionnelle, évidemment, à Bruxelles, ça peut exister, ça a une place, mais une place limitée parce qu'on nourrira jamais tout Bruxelles avec les terres disponibles en région bruxelloise. Donc, c'est quelque chose à réinvestir et c'est important. Mais on travaille bien sûr évidemment à mettre en lien Bruxelles avec sa périphérie, avec les producteurs dans le reste de la Belgique, à relocaliser de toute façon le plus possible la production de ce qui est consommé à Bruxelles et à recréer des filières entre les producteurs locaux et les mangeurs bruxellois. François, avant d'être membre du réseau GAZAP et d'être chercheur, on m'a dit que tu étais maraîcher. On peut bien manger à Bruxelles ? Est-ce qu'on peut bien manger à Bruxelles ? Oui, bien sûr. Alors, je ne vois pas où est le lien avec mon activité de maraîcher précédente, mais effectivement, j'ai vécu cette activité-là pendant un certain temps. Et c'est vrai que même si la production était située en Wallonie, il y avait une part importante de notre écoulement qui était orientée vers Bruxelles, parce que j'y habitais aussi. Mais c'est vrai que
Bruxelles, en tant que ville, enfin, la plus grande ville de Belgique, attire finalement l'offre locale, et alors particulièrement aussi l'offre, on va dire, durable, parce que c'est vrai que c'est aussi dans les villes que la demande en alimentation durable est peut-être la plus en vogue ou la plus tendance aujourd'hui. Voilà. C'est quoi le réseau Gazap? Alors le réseau des Gazap, c'est une ASBL, donc c'est un mouvement citoyen. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui a commencé à travailler à cette reconnexion entre agriculture, donc production et alimentation, il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est un réseau à la fois de mangeurs, on préfère utiliser le terme mangeur plutôt que consommateur, donc un réseau de mangeurs et de producteurs. Et alors nous, notre finalité première, c'est de soutenir l'agriculture paysanne, agroécologique, biologique, mais pas seulement, via en fait un nouveau contrat social entre les producteurs et les mangeurs. Donc les mangeurs s'engagent sur une année, si possible payent à l'avance. Nous, en tant que réseau, on est là pour animer le réseau, soutenir les groupes de citoyens, mais on ne prend pas les transactions financières ou commerciales se font directement entre les producteurs et les mangeurs. Alors évidemment, sur base de 10-15 ans d'expérience et d'animation de ce réseau, maintenant on essaie de faire aussi du plaidoyer, on s'insère dans des réseaux belges ou des réseaux européens de ce qu'on appelle l'agriculture soutenue par la communauté. Donc le modèle Gazap est un peu le modèle frère du réseau des AMAP en France. Donc vraiment cette reconnexion entre les producteurs et les mangeurs. Voilà, il y a plein d'autres finalités périphériques, mais les mangeurs, ils payent pourquoi? Parce que tu parles d'animation, ils payent pour avoir quelque chose à manger. Les mangeurs, effectivement, payent les producteurs. Ils s'engagent, ils sont livrés de façon hebdomadaire ou bimensuelle. En grande majorité, c'est des paniers de légumes, qui sont payés à l'avance. Maintenant, on a aussi mis en place il y a quelques années des super Gazap, où là on s'oriente plus vers des produits laitiers ou même de la viande. Mais la commande se fait toujours directement entre producteurs et consommateurs. Alexis, toi tu es CEO donc des magasins Farm, ça c'est la success story de Bruxelles. C'est né à Bruxelles, Farm? Oui, tout à fait. C'est né à Bruxelles. Premier magasin ouvert en 2013, Sainte-Catherine, centre-ville. Oui, tout à fait. Ouais. Et maintenant, combien de magasins? On est sur le 16e pour fin de l'année, là, du côté de Viviers-Lois. C'est ça. Quel est le concept de Farm de départ? Alors, plutôt que de concept, on va plutôt parler de philosophie ou de vision, d'objectif. Alors, ce qui nous a réunis autour de ce projet au départ, c'était vraiment l'envie, sous une forme commerciale, l'envie d'amener le citoyen, le consommateur à un peu se poser des questions sur son alimentation, en leur proposant des produits durables. Alors, durable, c'est un mot bateau, mais qui revêt différentes dimensions. Et l'idée, c'était vraiment d'amener le consommateur dans une approche positive, jovial, j'ai envie de dire, à goûter à de nouveaux produits, à montrer que le changement de consommation, de passer du conventionnel au durable, c'était un changement positif et qui est agréable à entreprendre. Et donc en tant que commerçant, c'est ça notre mission, c'est véritablement sensibiliser le consommateur à une autre façon de consommer pour qu'il consomme mieux à la fois pour lui, pour sa santé, mais pour l'environnement ou la société, l'éthique, etc., de manière générale. Concrètement parlant, on s'organise autour d'un réseau de points de vente avec des horaires très classiques, ce sont les petites supérettes de proximité assez classiques, ce qui permet aussi aux consommateurs qui sont un peu au début de leur démarche de réflexion, de trouver chez nous les codes un peu classiques des magasins, de ne pas se retrouver dans une démarche peut-être un peu trop avancée en termes de transition de consommation, et donc d'entreprendre ainsi un premier pas dans un changement de comportement simplement alimentaire. Le fait que ça se développe comme ça veut dire qu'on peut quand même trouver suffisamment de matières premières à donner à vendre dans 16 magasins plutôt que un, ou bien on doit aller chercher de plus en plus loin pour trouver ce qu'il faut pour remplir les rayons?
Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est le bio, parce que nous, on est clairement en focus 100% bio. Pour parler du bio, bon, le bio n'est pas né hier. Hein. C'est déjà un mouvement qui a été initié dans les années 60 en France. Enfin, c'est là que ça... Donc, c'est pas né d'hier. Donc, les canaux de production existent déjà depuis un certain temps. Et deuxième, quand même, nuance, 16 magasins, c'est l'équivalent de 1 ou 2 Delhaize, hein, en termes de surface ou de volume de vente. Hein. Donc, bon, c'est aussi pour remettre les choses à leur place. Donc, on est un petit acteur dans le bio à l'échelle de la Belgique. Donc nous, à notre échelle, nous n'avons pas de difficulté à nous sourcer en produits. Maintenant, la difficulté est plutôt de trouver l'ensemble des besoins alimentaires et non alimentaires, je dirais, sur le territoire belge en termes de développement, de transformation d'industrie, de transformation d'artisanat. Il n'y a pas encore tout. Le marché belge est petit, donc on trouve effectivement pas mal de produits à l'étranger, beaucoup en France, en Allemagne, en Hollande. Pour donner un chiffre, dans nos points de vente, 40% de notre chiffre d'affaires, c'est des produits 100% produits sur le territoire belge, et 40% si on inclut l'entreprise belge. Donc il y a un siège en Belgique et une étape de transformation, mais dont les aliments, les matières premières ne sont pas forcément de Belgique. Donc 30%, 100% au territoire belge, et 40% on arrive à tirer. Et pour donner un exemple comparatif, Biocoop, qui est un peu le leader en France de la distribution bio indépendante et spécialisée, eux, c'est 70% de produits France. Parce que leur territoire agronomique, leur histoire est beaucoup plus important. Ouais. Est-ce que l'on peut, parce que dans le précédent débat, on parlait du prix, de la rémunération des agriculteurs, etc. Est-ce que vous êtes, comme les grandes distributions, en train de demander de diminuer les prix, ou bien est-ce que les prix sont plus élevés que ce que l'on va trouver dans un supermarché ou dans une supérette habituelle? Ouais. Alors c'est clairement le danger aujourd'hui. Hein, on est vraiment pour moi dans une espèce de momentum à cet égard, puisque jusqu'à maintenant le bio était connu et reconnu et accepté comme étant plus cher. Aujourd'hui, la grande distribution, se rendant compte de la source de croissance importante qu'elle pourrait y trouver, a tendance à appliquer ses codes habituels, le prix le moins cher, le bio accessible par le prix et non pas par l'accessibilité géographique ou simplement par les changements de comportement. C'est uniquement le prix qui compte. Donc il y a une pression importante sur les prix, c'est clair. C'est vrai que les Carrefour en France ont une gamme énorme de produits qui s'appellent bio. Et c'est vrai à prix concurrentiel. Alors tout l'enjeu pour des acteurs comme nous ou d'autres, hein, c'est de continuer à faire valoir que le prix n'est que le reflet, enfin n'est qu'un indicateur parmi d'autres, et que le bio en soi n'est pas suffisant, qu'il y a un certain nombre d'autres caractéristiques qui font qu'un produit est plus durable ou moins durable. Et à nouveau, il ne faut pas regarder le prix. Pour moi, il faut regarder le budget. Est-ce que manger durable sur son budget alimentaire annuel est plus cher que de manger du conventionnel? La réponse est non. Tout qui aujourd'hui a entrepris une démarche et un changement au fur et à mesure de ses comportements alimentaires peut le constater et peut en témoigner. En termes d'impact budgétaire, il est tout à fait possible de manger durable et qualitatif et avec du goût et avec du plaisir pour un budget tout à fait similaire à ce qu'on consomme en conventionnel. Alors, dans tes magasins, on peut retrouver les produits Yuma qu'on vient de recevoir, Gabriel. Alors, ici, j'ai des petits crackers donc de grillons. Voilà, j'en ai plusieurs. Elle m'a laissé aux tomates, sésame. Ici, c'est au sel. Je vous en prie, n'hésitez pas à les manger. Il paraît que c'est très bon. Je ne sais pas. C'est très bon. C'est vrai? Oui, c'est très bon. Mais en soi, les insectes en tant que tels, déjà, sont assez c'est goûtu, généralement. Ici, en plus, c'est transformé avec d'autres arômes. Donc, je vais goûter un crackers. C'est très, très bon. Ouais. Ce petit goût de grillon, là. Le prix, c'est important, Joël. Dans la stratégie bruxelloise, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez également? Bien sûr qu'on y réfléchit parce que l'objectif, c'est qu'une alimentation plus saine, plus en lien avec l'environnement, plus durable, soit accessible à tout le monde. On veut vraiment que la stratégie soit inclusive et c'est un défi parce qu'à Bruxelles, on parle de 30% de la population qui est fragilisée et donc pour laquelle le défi est de manger avant de pouvoir manger durable. Donc il y a un vrai chantier. En pratique, comme on vient de le dire, c'est vrai que manger plus durable, qui est
qu'il y a des parallèles avec Manger plus sain, parce que les conseils en fait convergent, ce qui est vraiment une bonne chose en soi. C'est changer un régime alimentaire. C'est pas décider de manger bio du jour au lendemain en ne changeant rien d'autre, parce que alors effectivement on peut augmenter fortement sa facture, mais c'est changer complètement son régime alimentaire. Actuellement, on mange beaucoup trop de protéines animales, on mange pas assez de végétal, on mange de plus en plus de plats préparés. Donc, il y a toutes ces choses ont un certain coût. Et si on revient à un régime alimentaire avec des produits frais, locaux, de saison, non transformés, avec un rééquilibrage des protéines animales, végétales, en retrouvant les légumineuses, etc., globalement, l'assiette peut ne pas exploser et on peut rester dans des budgets tout à fait équivalents. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas passer du bio du jour au lendemain, c'est changer de régime alimentaire. Romane, les étudiants n'ont pas facile non plus à boucler les fins de mois, on entend souvent ça dans les informations. Est-ce que tu peux, avant de parler des étudiants, dire ce qu'est la SBL Has-Been ? Oui, bien sûr. Has-Been, du coup, c'est une toute jeune SBL qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an avec des amis, c'est des bio-ingénieurs et des cuisiniers qui sont à la base du projet. Et c'est vraiment parti de nos constats durant nos années d'études en tant qu'étudiants, réaliser que nous, malgré toute la bonne volonté du monde et avec nos études aussi, la conscience des enjeux, il y avait certains freins en tant étudiante à passer en transition au niveau de son alimentation. Et donc, on a voulu y répondre et créer des leviers. Et la SBL Has-Been est née. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'un côté, on voulait développer un modèle d'offre alimentaire sur le campus de l'ULB qui soit durable et abordable aux étudiants. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis, ce qu'on fait d'autre, c'est on veut aussi informer et donc rendre accessibles toutes les connaissances scientifiques qui existent autour des enjeux liés à l'alimentation. Et on veut vraiment être une source d'information critique, en fait, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout et n'importe quoi au niveau de l'information. Et que, voilà, nous, on veut aussi montrer une certaine crédibilité scientifique. Donc ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits supports de vulgarisation comme des petites bandes dessinées, etc. Et puis, un troisième objectif, c'est vraiment être source d'inspiration et de motivation. Et donc pour ça, notamment, on essaye de créer une communauté engagée, motivée. On crée pas mal d'événements, de rencontres, d'échanges et de débats pour que chacun puisse aussi s'approprier ces enjeux et participer en fait au mouvement de la transition alimentaire. Et alors, un des éléments très concrets que vous avez créé, c'est alors le Turbine, une cantine au sein de l'ULB. Alors, elle se trouve ? Oui, la Turbine, du coup, c'est vraiment un espace dédié à l'alimentation durable et engagée. Et c'est en effet une salle qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée dans le bâtiment des restaurants sur le campus du Solbosch à l'ULB. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve du coup des repas, ce sont des plats du jour uniques qui sont improvisés chaque jour en fonction des légumes des saisons et des arrivages de nos producteurs locaux. Donc nous, on part vraiment du principe aussi que c'est l'offre alimentaire qui doit s'adapter aux réalités agricoles et pas l'inverse, pour pouvoir aussi conscientiser les consommateurs et consommatrices derrière en disant, ben voilà, en hiver, il existe tel légume en Belgique. Et c'est ça que tu peux retrouver dans ton assiette. Et ça peut être aussi une source d'inspiration pour eux, parce qu'on a des cuisiniers qui sont très doués et qui font des recettes délicieuses, en fait, pour vraiment valoriser aussi les saveurs locales qui sont trop souvent oubliées. Et donc ça, ce sont des plats du jour uniques qui changent chaque jour et qui sont à 5 €. Et le prix va peut-être même encore un peu baisser, ça c'est en discussion. Donc pour que ce soit accessible aux étudiants, et ce qu'on y trouve aussi, ça a vraiment vocation à être un lieu d'engagement aussi et de sensibilisation à ces enjeux-là. Donc on trouve des outils pratiques pour s'engager sur place. Donc nous, on fait des petites infographies, on retrouve aussi ces petites bandes dessinées en format papier pour pouvoir s'informer sur tous ces enjeux et en fait s'approprier aussi les outils de la cuisine durable pour les appliquer au quotidien. Et ça marche ou bien ils préfèrent aller manger la pizza et les frites d'à côté ? Non, si, ça marche bien. On a eu honnêtement énormément d'enthousiasme autour du projet. Donc ça nous a montré aussi que les étudiants, je pense qu'il y a une réelle... on ne se rend pas toujours compte, mais chez les étudiants, il y a une réelle angoisse en fait, face aux enjeux écologiques. On se retrouve parfois complètement dépassé par ces informations qui nous arrivent tous les jours sur les réseaux sociaux, beaucoup, et puis dans via les autres médias. Et je crois que la crise sanitaire est venue rajouter une petite couche d'angoisse. Et donc finalement, je crois que de retrouver un lieu qui est créé par et pour les étudiants,
ça peut être motivant parce qu'on comprend que, que au jour le jour, on peut aussi trouver des initiatives qui apportent des solutions en fait à tous ces enjeux. L'éducation, on en parlait tout à l'heure, c'est important parce que je demandais aux autres intervenants si aller une fois ou faire une visite d'une école sur un champ ou à l'aquaponie, etc., c'était utile, ou est-ce qu'il ne fallait pas avoir une éducation beaucoup plus large parce que, ok, le gamin rentre chez lui, il a visité le champ, il va dire à ses parents c'est super, mais après on l'oublie. Est-ce que c'est pas quelque chose, justement, je trouve cette initiative très intéressante parce que c'est quelque chose qui est au quotidien et qui est régulier. Est-ce que c'est prévu dans le programme de Bruxelles Environnement, cette éducation permanente pour vraiment changer les mentalités? Alors oui, c'est prévu, mais après ça, c'est un chantier gigantesque. C'est un chantier qui démarre, je pense, à l'école, et même dès la maternelle, en fait, hein, parce que le goût, c'est quelque chose qui se forge dès le plus jeune âge. Et actuellement, en fait, il faudrait retrouver d'autres habitudes alimentaires. Donc, c'est quelque chose à travailler dès la maternelle. Donc, en fait, au niveau des écoles, on propose tout un programme pédagogique en maternelle, en primaire, en secondaire. Ce programme pédagogique est doublé en fait d'un travail sur l'offre alimentaire de la cantine pour quand même créer une cohérence entre ce qu'on raconte aux enfants, ce qu'on les fait goûter et ce qu'ils retrouvent dans leur cantine. On essaie aussi de recréer chez eux le lien entre la terre et le produit, donc le légume qui en sort. Donc on a tout un programme de développement des potagers scolaires qui a un succès incroyable. On en a créé sur ces 5 années de stratégie à peu près une centaine de potagers scolaires en région bruxelloise. Donc c'est vraiment une demande parce que ça correspond à quelque chose de concret. Donc l'enfant voit pousser le légume. Du coup, il a un certain respect sur ce légume. Du coup, il le jettera moins. Enfin, c'est tout un processus, en fait. C'est un ensemble, c'est une approche globale. Alors, il y a tout le côté enfant et puis il y a évidemment le côté éducation permanente de l'adulte. Et là, on travaille avec un grand nombre d'associations de terrain locales, comme la vôtre. Là, le défi est vraiment de travailler dans les quartiers au plus proche des gens, de leur culture, de leurs habitudes. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en collaboration avec le secteur associatif. Alexis, François, est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre clientèle ou dans vos mangeurs et mangeuses dans toutes ces années, une évolution de mentalité, une évolution de personnes qui entrent, qui viennent? Nous, en interne, avec les moyens qu'on a, c'est difficile de faire des enquêtes poussées chez nos mangeurs. Mais ce qu'on voit, c'est que oui, nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille en gros par la contrainte. C'est-à-dire que les gens reçoivent un panier de légumes de saison et sont finalement forcés de cuisiner des légumes frais. Donc on est vraiment là dans une éducation et une sensibilisation à un changement de pratique, de lien à l'alimentation, mais aussi de réapprendre à cuisiner. Donc aujourd'hui, les premières étapes, on peut dire qu'elles sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus faites qu'au moment où on a commencé en tant que réseau. Par contre, par rapport à la sensibilisation, l'éducation, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est très bien de sensibiliser, c'est très bien de faire de l'éducation permanente, mais si dans les enjeux macro, ça ne s'accompagne pas en fait de politiques délibérées de sortie d'autres choses, simplement rajouter des couches d'information et puis finalement compter sur le libre choix des mangeurs ou des consommateurs. Nous, en tant que réseau aussi citoyen qui veut aussi porter une action un peu politique, globalement, on n'y croit pas. Si on revient sur la question du prix tout à l'heure, alors on est toujours en train de comparer bio, non bio, mais si on replace les réels termes du débat, les prix conventionnels sont des prix qui mentent, parce qu'en fait les impacts environnementaux ne sont pas pris en compte. La PAC, c'est plus d'un tiers du budget de l'Union européenne. Donc en fait, les produits qui sont accessibles uniquement d'un point de vue financier, parce qu'il y a d'autres formes d'accessibilité aussi dont on pourra parler, en fait sont complètement... ne sont pas
ne reflètent pas la réalité des impacts qu'ils ont à la fois sur les communautés humaines, mais sur les écosystèmes, sur les ressources, etc. quoi. Donc, parler du prix et l'accessibilité financière, c'est une chose, mais finalement, nous, parfois, en tant que réseau citoyen, sur ces questions-là, on se dit qu'il faudrait les repolitiser. On essaie de les repolitiser dans les contacts directs entre producteurs et consommateurs parce qu'ils parlent de cette question-là. Les mangeurs peuvent voir les conditions économiques des producteurs avec lesquels ils sont en contact, et c'est pas toujours très, très réjouissant. Donc, repolitiser cette question du prix, ça nécessite de se poser la question, est-ce qu'il faut simplement soutenir le durable, le bio, et finalement prendre pour argent comptant que c'est normal que ce soit plus cher à produire, alors qu'en fait, si on prend en compte tous les impacts, c'est moins cher à produire. Le coût pour la société, pour le bien commun, est nettement réduit. Donc, et alors, c'est quoi les solutions pour avoir une alimentation plus durable, une empreinte écologique du secteur qui soit moindre? Quelle solution est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Moi, pour répondre à la question, ancré dans le réseau des GASAP, l'argument premier la proposition première que nous on fait, c'est de soutenir une agriculture qui est agroécologique et qui est durable non seulement au niveau écologique, mais aussi dans l'organisation des filières, au niveau social et au niveau économique. Donc, en fait, par exemple, si on prend simplement l'exemple du circuit court, les différences ou les performances environnementales au sein des circuits courts, on remarque, et avec l'échelle longue, ce qui fait la différence, c'est les modes de production, en fait. Donc, en fait, une tomate qui est produite très loin et qui finalement est transportée, etc. Au niveau empreinte carbone, on va dire, c'est pas beaucoup pire qu'une tomate locale, sauf si on prend en compte les modes de production. Voilà. Donc, pour nous, la priorité, c'est de réorienter finalement les outils et les instruments de politique publique vers une agriculture qui soit réellement respectueuse de l'environnement. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. La PAC, je ne parle pas de la région bruxelloise, parce que les enjeux là sont beaucoup plus grands, mais la PAC, finalement, dans son premier pilier, fait des versements forfaitaires aux agriculteurs sans aucune contrepartie à ce niveau-là. Ça va sans doute évoluer un petit peu, mais voilà. Donc. Mode de production, transport, favoriser le commerce local? C'est clair que pour la région bruxelloise, on ne va pas dire que c'est en soi la production qui est le levier le plus important. Par contre, c'est les filières d'approvisionnement de la région, du coup, par une production locale agroécologique, là on est tout à fait d'accord, qu'il faut créer, comme je disais tout à l'heure, donc des circuits courts avec une production agroécologique locale durable. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, après ça, à Bruxelles, il y a d'autres questions. Si on fait provenir tout cet approvisionnement, il y a des défis au niveau des transports. Les derniers kilomètres dans Bruxelles sont réellement un défi avec la congestion du trafic dans la région et aussi quels moyens sont utilisés pour ces derniers kilomètres. Donc il y a un défi d'installer des plateformes de distribution pour mieux approvisionner la région à partir des produits locaux. Il y a aussi des défis d'avoir une offre partout dans Bruxelles qui soit accessible, on l'a dit, financièrement, mais aussi culturellement. Bruxelles, c'est une ville multiculturelle, donc on n'arrive pas avec la même offre partout dans tous les quartiers, avec le même type de magasin. Il y a des modèles de magasins type Biscope qui sont adaptés à un certain profil de population, mais pas forcément à tous les profils. Donc un défi maintenant pour l'avenir de la stratégie Good Food, c'est vraiment d'installer des modèles de distribution alimentaire accessibles financièrement, géographiquement, culturellement à la population bruxelloise. Ça, c'est un gros défi. Quand vous achetez des produits chez Farm, vous faites attention à comment il arrive chez vous, à comment il est emballé également, par exemple? Alors oui, absolument. Alors nous, on est des commerçants engagés. Je dis engagés à escient, au sens où effectivement, on ne veut pas vendre n'importe quel produit à nos consommateurs. Le label bio en soi n'est absolument pas suffisant, c'est juste une condition nécessaire.
Alors chez Farm, on a une charte produit qui définit l'ensemble des critères effectivement de sélection des produits ou de déréférencement des produits, puisqu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il est bio qu'il aura sa place sur nos étals. Et en parallèle de ça, on a développé un outil qu'on appelle le Farmoscope, qui en fait nous permet de qualifier tous nos produits au travers de 11 critères de durabilité, en passant de la gouvernance aux aspects écologiques, aux aspects sociaux, enfin bref, vraiment un panel assez large de critères que nous estimons être le reflet aujourd'hui d'une certaine durabilité des produits. Et tous nos produits, donc, je veux dire, accumulent des points, plus ou moins de points en fonction de leur profondeur de durabilité. Et en fait, nous prenons les produits dès qu'ils ont au moins 2 points, c'est-à-dire qu'ils sont bio et qu'ils n'appartiennent pas à des entreprises multinationales cotées en bourse. Et puis, s'ils sont locaux, ils ont un point supplémentaire. S'ils sont issus d'une entreprise coopérative, ils ont un point supplémentaire, et and so on. C'est-à-dire qu'on, sur nos étals, côtoie des produits qui ont 2 points et des produits qui ont 11 points. Alors, on pourrait dire certains plus durables donc que dans le d'autres. rayonnage, alors ceux qui ont 11 points, ils sont à vue des yeux, et ceux qui ont 2 points... Alors, on n'en est pas loin. Alors, c'est pas si facile. C'est pas parce qu'un produit a 6 points qu'il est vraiment moins durable qu'un produit qui a 8 points. De nouveau, ce sont des critères avec plusieurs axes différents. Par contre, c'est très clair que nous voulons promouvoir les produits les plus durables parmi tous les produits, et donc notre système de fidélité va être lié à cette pondération et ce genre de choses. Donc c'est notre façon à nous, en tant que commerçants, d'éveiller le consommateur à ne pas s'attarder sur le seul indicateur qu'on lui donne à ce jour, c'est-à-dire le prix, qui, comme l'a dit François, est un indicateur qui est complètement erroné aujourd'hui, mais qui pourtant est le plus simple à comparer. Qu'on le veuille ou non, c'est un nombre, un chiffre, c'est facile à comparer. Et donc on a une responsabilité en tant que commerçant, en fait. Aujourd'hui, je considère qu'un commerçant est très important puisqu'on est un intermédiaire. Et donc on peut être un intermédiaire force de transparence ou au contraire un intermédiaire plutôt cachotier qui aurait tendance à cacher les réalités sous-jacentes. Je pense qu'en tant que commerçant, on doit jouer le jeu de la transparence, faire confiance au consommateur dans ses envies d'aller plus loin, mais pas sans savoir vraiment quelles sont les différences et ce qu'on lui propose. Voilà, donc... Chez Turbine, qui choisit les produits? Ce sont les cuisiniers. Chaque matin, ils vont... Comment est-ce qu'ils font pour trouver leurs produits? Alors non, forcément, on a discuté en équipe avant de quels étaient nos critères et nos engagements par rapport aux fournisseurs. Et on a fait un choix au niveau de nos fournisseurs aussi en fonction de tous ces critères. Et comme expliqué, ce sont vraiment une question de compromis. Donc on va... nous, ce qu'on fait, c'est de nouveau aussi production bio et belge. Alors évidemment, parfois il y a des petits producteurs qui n'ont pas le label parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir payer la labellisation. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce lien et cette confiance aussi avec les fournisseurs. Donc on a différents fournisseurs, mais c'est principalement Terroiriste qui est un grossiste à Bruxelles qui regroupe en fait toute une série de producteurs dans les environs de Bruxelles et qui, lui, va vraiment... avoir une démarche très engagée, il connaît pour chaque ingrédient, il va vraiment essayer de trouver la filière ou le producteur qui a une démarche selon lui qui est la plus engagée, la plus agroécologique, locale, et il fait un compromis en fait entre tous ces critères. Et alors après, quand on s'est mis d'accord par rapport à nos fournisseurs, bah oui, forcément, les cuisiniers sont autonomes par rapport à leurs commandes et ils font chaque semaine, ils commandent en fait l'arrivage des produits pour le reste de la semaine. Cette labellisation, c'est un avantage ou un souci pour les petits producteurs? C'est compliqué. S'ils ne sont pas labellisés, ils vont être mis hors de circuit. Dans les marchés publics, non, pas forcément. Dans les cahiers de charges publics, qui sont effectivement un poids important dans la région, puisqu'il y a l'approvisionnement de beaucoup de cantines publiques qui sont soumises au marché public, le bio n'est pas un critère imposé. Le label bio n'est pas un critère imposé en tant que tel, c'est plutôt les critères qu'il y a derrière le label qu'on peut mettre dans les cahiers des charges. Et donc, ça ne ferme pas de porte à ce genre de producteurs. Il est donc important qu'il y ait des personnes qui connaissent bien les producteurs locaux pour les intégrer et pour les soutenir. Ils vont acheter des produits de base, ils vont faire à manger, et puis il n'y a pas les personnes qu'il faut pour nourrir, pour vendre tout ce que vous avez acheté. Qu'est-ce qu'on fait du gaspillage? Qu'est-ce qu'on fait du surplus? En fait, on en a très peu parce qu'on s'adapte toujours en fonction de la demande. Là, par exemple, forcément, avec la rentrée académique empreinte de crise sanitaire, on a diminué nos repas. Quand
il arrive qu'on ait des restes alimentaires, souvent ce qu'on fait, c'est via nos réseaux sociaux, on propose aux étudiants en fait, de venir les chercher à moindre coût. Et jusqu'ici, tout a à chaque fois été écoulé. Et évidemment, les cuisiniers aussi sont aussi dans une démarche de réduction des déchets organiques à la base. Donc, ils vont valoriser toute la partie du légume. Forcément, ça me paraît logique, mais c'est vrai que ça ne l'est pas toujours. Ils ne vont jamais mettre de côté un légume parce qu'il est déformé, etc. Et puis, on essaie de réduire aussi au minimum les déchets de contenants, etc. Donc, on invite tous les étudiants et étudiantes à venir avec leurs propres contenants, leurs propres couverts. On sensibilise et on communique autour de ces questions. Mais sinon, nous, on a des contenants compostables aussi. Et on récupère et on composte nos déchets organiques. Donc, on est aussi dans cette réflexion, on va dire, plutôt globale d'essayer de... Je pense que c'est vraiment essentiel de réfléchir en termes de système, quoi. Donc, à chaque étape du système alimentaire, comment est-ce qu'on peut optimiser cette étape-là en fonction des enjeux écologiques et puis forcément sociaux aussi à intégrer dans la réflexion. Le gaspillage, c'est un problème à Bruxelles ? C'est un problème dans le monde, le gaspillage. Et si on revient par rapport au sujet du changement climatique, c'est un vrai enjeu parce qu'au niveau mondial, c'est 30% de ce qu'on produit qui est gaspillé. Donc c'est gigantesque. Et au niveau de la région bruxelloise, les chiffres sont impressionnants aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien reconnaître, qu'on gaspille, parce que quand on fait des enquêtes, les gens disent tous non, je gaspille pas, mais on a fait des analyses poubelles. Et par exemple, dans la poubelle des ménages, on est aux environs de 12% du sac tout venant qui est du gaspillage alimentaire. Donc pas des déchets organiques, mais vraiment le gaspillage alimentaire qui aurait pu être évité. Et donc là, si on veut parler des conseils pour réduire l'impact de l'alimentation au niveau changement climatique, il y a certes travaillé sur la réduction de la partie protéines animales de son assiette, mais il y a aussi réduire le gaspillage alimentaire. Et là, tout le monde y gagne, hein, le portefeuille, la planète. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et difficile. Tu voulais réagir ? Non, mais je suis d'accord avec les chiffres. Et c'est vrai que nous, même si ce n'est pas au centre de notre modèle, en fait, par la contrainte et par le système, on limite quand même assez fortement le gaspillage parce qu'au final, la relation de solidarité fait que le producteur, quand il a trop, il ne le laisse pas sur son champ, il l'offre. Et le changement de pratique alimentaire et de rapport à l'alimentation du côté des mangeurs fait que dans le respect du producteur finalement ils connaissent, ils vont évidemment finalement jeter assez peu ou gaspiller assez peu de ce qu'ils leur achètent. Donc non, je suis assez d'accord, c'est assez faramineux et vertigineux comme chiffre au niveau mondial, mais du coup on va revenir aux moyens de production. C'est un peu voilà, on a des moyens de production qui en fait sont surcapacitaires par rapport à la demande, et donc systémiquement, c'est absurde parce qu'on produit trop, on gaspille. Bon, chez nous, on gaspille très peu, mais c'est normal, c'est l'impératif de notre modèle économique. Hein. On ne va pas se mettre à gaspiller 30% des achats qu'on fait. N'empêche, ça provoque quoi ? Ça provoque, c'est plutôt effectivement en amont que le gaspillage se fait, de par le fait qu'on est dans des systèmes où le calibrage est important, la standardisation, il n'y a pas toujours une adéquation temporelle entre la demande et l'offre. Hein. Les saisons ne sont pas forcément... on produit beaucoup en été, mais tous les gens sont en vacances. Enfin, c'est bête, mais ce sont des choses dont on ne se rend pas toujours compte. Et donc, c'est vrai que de nouveau, on est dans une approche mixte entre sensibilisation du consommateur et effectivement un pouvoir politique, grande décision politique pour relocaliser un petit peu et comme tu l'as dit justement, à un moment donné, mettre le haut là sur certaines pratiques, interdire véritablement certaines pratiques issues de la préhistoire, quoi. Mesdames, Messieurs, nous arrivons déjà au terme de ce débat, parce qu'il est déjà l'heure de se quitter. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose, conclure un message d'espoir, je ne sais pas, de bonheur pour demain ? Est-ce qu'on va manger mieux ? Moi, sincèrement, je trouve que ça bouge énormément ces dernières années. Donc, un mot de l'espoir, oui, ça bouge et ça doit continuer à bouger, mais il y a un mouvement qui a démarré. La stratégie Good Food a pu s'appuyer sur une richesse d'acteurs de terrain qui avaient tous des projets dans les cartons et la stratégie a pu les soutenir. Et maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de projets partout dans Bruxelles qui émergent. Et donc, moi, c'est vraiment
vision positive pour l'avenir. On doit continuer, on n'est clairement pas au bout du chemin pour avoir une chaîne alimentaire plus durable. Il y a du travail, mais sérieusement, ça bouge. Et est-ce qu'avec la Covid, vous avez vu des nouveaux clients, des nouveaux mangeurs, des nouveaux étudiants arriver qui n'étaient pas là avant et qui allaient manger la pizza d'à côté et qui maintenant viennent manger sain? Vous avez vu ça? Est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour avoir une idée précise, mais est-ce que vous avez vu ça, des changements de mentalité? Nous, on a vu des choses positives dans la relation de solidarité entre les mangeurs et les producteurs, parce que certains producteurs passaient par des marchés qui ont été fermés, et on a vu que les groupes de mangeurs se sont mobilisés pour finalement rééquilibrer ce qui perdait en termes de chiffre d'affaires. Et puis au réseau des Gazap, on a fait quand même un petit bilan post-Covid, et ça se marque par 2 indicateurs, on va dire, positifs, c'est-à-dire que les listes d'attente des mangeurs pour rentrer dans les groupes s'allongent. Donc il y a des nouveaux groupes qui vont se former, et ça, en contrepartie aussi, il y a un peu un embouteillage du côté des producteurs pour rentrer dans le réseau et faire partie de cette initiative, quoi. De notre côté, oui. Pendant le confinement, il y a eu clairement un engouement très important, puisque je pense que c'était une adéquation aussi par rapport au temps, que les gens avaient peut-être récupéré un petit peu, contraints et forcés. Donc il y a eu un engouement important. Maintenant, la rentrée, c'est le retour un peu à la normale, si on peut appeler ça comme ça. Et dans les habitudes peut-être un peu plus anciennes, maintenant j'ai l'espoir, effectivement, les gens ont pu découvrir de nouveaux canaux, que ce soit les Gazap ou d'autres canaux, et on peut y voir surtout beaucoup d'énergie positive. Enfin, je soutiens ce que tu disais. Je pense qu'on est dans un secteur qui est très vibrant, très positif et enthousiasmant, et pour moi c'est la clé en fait pour que ça continue à grandir et à amener du changement en profondeur. Eh bien voilà, ce sera donc terminé pour ce débat. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été présents pour discuter brièvement. On aurait pu bien évidemment en dire beaucoup plus sur cette alimentation durable. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez regardé et que vous allez dorénavant manger encore plus sain et encore plus local. Merci beaucoup et au revoir.